Mesdames et messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, bienvenue à tous, le journal, voici les titres. Électrification, les bons points du Sénégal mis en lumière dans le dernier indice mondial de la performance de l'architecture énergétique. Notre pays occupe la 8e place sur 24 autres pays en Afrique, reste 2e en Afrique de l'Ouest. La fin des inscriptions sur les listes électorales, c'est dans 4 jours et ça se bouscule dans les centres. De Dakar à Kaolack, c'est le grand rush. Plus de 6 millions de personnes ont été enrôlées et 4 millions d'électeurs enregistrés dans le fichier électoral. Le point dans cette édition. L'hygiène dans les hôpitaux à la loupe ce soir, dans la série que nous consacrons à cette question. Une réalité qui frise l'insouciance entre la vétusté des installations et le comportement des usagers. C'est tout un travail de nettoiement qui s'impose aux responsables des établissements de santé, où c'est rendu une de nos équipes pour en avoir le cœur net. Et puis dans la rubrique santé, zoom sur ces maladies liées au manque d'hygiène, entre autres le choléra, la dysenterie, la diphtérie ou les infections génitales. Toutes ces maladies sont contagieuses. Et puis, dans ce journal, vous aurez la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. BA3, c'est désormais la note de la dette souveraine du Sénégal. L'agence de notation Moody's vient de relever ainsi cette note qui était de B1 positif. Le Sénégal augmente du coup son degré de solvabilité, une appréciation qui pourrait davantage lui faciliter l'accès au marché financier à Ramdawa. La Côte d'Ivoire était seule à détenir cette note en Afrique subsaharienne. Il faut désormais compter le Sénégal qui quitte la note B1 positif pour la précieuse BA3. La catégorie B1 à laquelle le Sénégal était noté jusqu'à récemment était une catégorie qui était considérée comme étant spéculatif. Ça veut dire donc que le risque de remboursement pouvait être élevé. Et donc, en passant à une catégorie BA3, nous présentons un meilleur profil. Parce que c'est une appréciation positive que l'agence de notation fait donc de la capacité du Sénégal à honorer ses engagements financiers à bonne date sans défaut. Les notations financières reposent sur une échelle et des catégories. Dans un contexte de mise en œuvre du PSE, la note BA3 permet au Sénégal d'avoir une signature encore plus crédible. L'amélioration de la note du Sénégal s'explique. D'abord la croissance qui a été assez soutenue, assez forte donc sur ces dernières années, avec une moyenne de 6% sur les 3 dernières années, voire même 6,50 récemment, contre une moyenne qui était auparavant de 3,50. Cette appréciation-là donc du taux de croissance a été considérée favorablement, ainsi que donc les efforts qui ont été consentis dans la réduction du déficit public. Je pense que cet effort-là de consolidation fiscale, qui a également permis de restructurer le budget en faveur surtout des dépenses d'investissement, a été véritablement apprécié. Voilà qui ouvre davantage le marché des capitaux au Sénégal, avec des financements moins onéreux et une palette d'investisseurs encore plus large. Mais quelle finalité cet endettement? L'endettement que nous faisons est beaucoup plus orienté sur le financement donc, de nos besoins d'investissement, avec un fort impact d'ailleurs sur la croissance. Quelque part, la croissance est également soutenue par ces efforts massifs qui sont faits dans les infrastructures, dans l'amélioration de l'accès à l'énergie, aux services sociaux de base, dans l'assainissement. C'est à cela qu'essentiellement sert notre endettement. Nous sommes à 3,50 là où les pays s'endettent généralement à 4,1. Donc je pense qu'en plus les perspectives que nous avons, notamment en termes de croissance qui va augmenter la richesse du pays, permettra un peu à ce ratio d'endettement-là de marquer une inflexion vers le bas. Ce reclassement de l'agence de notation Moody's place le Sénégal devant des pays aux ressources naturelles plus importantes comme le Ghana, le Nigeria, le Gabon, l'Égypte. Ce même classement positionne le pays au même niveau que la Tunisie. Du positif pour le Sénégal, pour qui les 6,5% de croissance prévus dans le classement n'enlèvent en rien l'ambition d'atteindre 7%. Et puis le Sénégal est le 2e pays en Afrique de l'Ouest après le Ghana à disposer d'un bon taux d'électrification. C'est en substance
Le contenu du rapport 2017 de l'indice mondial de la performance de l'architecture énergétique, un bon classement qui met en évidence les efforts consentis par l'État pour arriver à ce résultat, du reste à améliorer la Touré. Bien qu'il n'ait pas atteint le taux de 100% en matière d'électrification, le Sénégal est tout de même sur la bonne voie. L'indice mondial de la performance de l'architecture énergétique le confirme. Sur les 24 pays africains qui disposent de meilleurs systèmes dans le domaine, le Sénégal occupe la 8e place. 56,50% de taux d'accès à l'électrification devant la Côte d'Ivoire, 55,80% et le Nigeria, 55,60%. En Afrique de l'Ouest, seul le Ghana devance notre pays. Cette dynamique positive est visible aussi bien en zone rurale que dans des centres urbains. L'État a investi ces 5 dernières années beaucoup de moyens financiers et matériels visant à améliorer l'accès des populations à l'électricité. La disponibilité de cette énergie est source de développement. D'ailleurs, dans le plan Sénégal émergent, elle fait partie des 5 priorités de l'État. La politique d'émergence tourne autour de la maîtrise de l'énergie, aujourd'hui en voie de diversification accélérée. Le bon rang du Sénégal parmi les pays africains disposant d'un système énergétique fiable et efficace n'est que le fruit d'une vision politique en marche. Cette publication périodique de l'indice mondial de la performance de l'architecture énergétique vise à mesurer les forces et faiblesses énergiques des pays, mais aussi à les aider à gérer les défis que soulève la disponibilité en quantité suffisante de l'électricité. La mangue sénégalaise à la conquête du marché marocain. Producteurs et exportateurs sénégalais se sont rendus au royaume chérifien pour présenter leurs produits et ouvrir des perspectives. Un tour technique initié par le projet d'amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise. Envoyé spéciaux, Babacar Wade, Hamidou Diop. Aussitôt arrivé, la délégation sénégalaise n'a pas perdu du temps. Petit debriefing avant de visiter les marchés et les importateurs de mangue ciblés. Le Maroc, pays du Maghreb, offre beaucoup de potentialités à la mangue sénégalaise. Des acteurs comme le cadre intégré renforcé et le projet d'amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise l'ont bien compris. Ce sont les producteurs et les exportateurs qui doivent être encadrés et qui doivent avoir la possibilité donc d'avoir des contacts parce que ce sont eux qui vendent. Nous, en tant qu'institution, on ne fait que les encadrer. La CEPEX et le cadre intégré ont des missions d'encadrement, mais les producteurs et les exploitateurs sont les hommes qui sont sur le terrain et qui ont pour mission d'écouler leurs produits. Discuter avec les décideurs, aborder les besoins du marché et comprendre le secteur des actions qui peuvent permettre une présence durable de la mangue sénégalaise au Maroc. Jusqu'à présent, il y a quand même depuis quelques années une constance dans l'approvisionnement du marché marocain en partie du Sénégal en termes de mangue, mais ça s'est passé un peu hors du circuit normal, du circuit formel. Et je pense que la mission permettra de mieux comprendre et de mieux structurer l'exportation de la mangue du Sénégal vers le Maroc en connaissant les conditions d'accès. Dans les différents marchés du Maroc, comme celui du Marif, on sent que le besoin est là. Reste à régler les préoccupations liées au transit time et à la gestion de la chaîne de froid. Cette rencontre avec l'armateur génère des débuts de solutions. Cette mission est déjà très fructueuse puisque nous avons déjà mis en rapport avec un certain nombre d'importateurs, de distributeurs marocains, notamment la chaîne de supermarchés Marjan. Également, nous avons eu l'opportunité d'échanger avec les transporteurs qui gèrent un peu le volet logistique qui est important si on veut conforter sa place sur le marché. Et nous avons pu rencontrer un important transporteur, lui c'est notamment Safmarine, qui a proposé des solutions concrètes aux contraintes que rencontrent les exportateurs sénégalais pour approvisionner le marché marocain en mangue. Pour ce qui est de la fumigation et des autres contraintes, les autorités diplomatiques sont optimistes vu les bonnes relations que le Sénégal entretient avec le Maroc. Nous avons un cadre. Entre le Maroc et le Sénégal, il y a un cadre. Un cadre où on peut discuter de tout cela. Dans le cadre bilatéral, donc, nous pouvons régler ces entraves. Très motivée, la délégation des producteurs et des exportateurs s'est rendue également au marché du gros de Casablanca pour discuter avec les importateurs. À présent, mesdames et messieurs, la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République, Oumar Diaw.
Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 19 avril 2017 à 10h au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État adresse ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à toute la communauté chrétienne à l'occasion de la célébration de la fête de Pâques, moment privilégié de ferveur religieuse et de prière pour la paix et la prospérité du Sénégal. Revenant sur le deuil national de 3 jours à compter du mardi 18 avril qu'il a décrété suite à l'incendie tragique survenu au Daca de Médina Gounass, le président de la République présente à nouveau les condoléances attristées et la compassion de la nation à la communauté musulmane, au Khalif Thierno Amadou Tidiane Ba, aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, le chef de l'État demande au gouvernement, en relation avec les organisateurs de cette manifestation religieuse, de dimension internationale, de prendre toutes les dispositions logistiques préventives en vue d'un aménagement adéquat, d'une modernisation soutenue et d'une sécurisation optimale des lieux, installations et établissements de séjour des pèlerins du Daca, ainsi que du renforcement des dispositifs d'adduction en eau potable de Médina Gounass et des localités polarisées. En outre, le président de la République invite le gouvernement à définir avec les autorités religieuses un cadre consensuel d'organisation des interventions publiques pour chaque manifestation programmée, en accordant une attention particulière à la disponibilité des services de base tels que l'eau, l'électricité, l'assainissement, l'hygiène et la santé. Abordant la réhabilitation et la modernisation des marchés, centres commerciaux et artisanaux, le chef de l'État exprime toute la solidarité de l'État envers les commerçants suite aux incendies survenus au niveau des marchés Zinc de Kaolack et des HLM de Dakar. Ainsi, le président de la République demande au ministre en charge des Finances, du Commerce et de la gouvernance locale en relation avec le maire de Kaolack d'engager la réflexion en vue de la construction à Kaolack d'un marché moderne et intégrant toutes les commodités requises. Enfin, le chef de l'État demande au gouvernement de hâter l'exécution du projet de réalisation d'un grand marché d'intérêt national à Diamniadio et de procéder à l'examen rapide des modalités de régulation des baux à usage commercial afin de faciliter l'installation adéquate des activités économiques. Poursuivant sa communication autour de la préparation de la campagne agricole 2017, le président de la République invite le gouvernement à veiller sans relâche au dénouement dans les meilleures conditions de la présente campagne de commercialisation et à consolider les résultats encourageants des programmes nationaux de reconstitution du capital semencier, d'autosuffisance en riz et de développement de l'horticulture dans une approche de renforcement de la chaîne des valeurs. Dans cette perspective, il exhorte le gouvernement à poursuivre, outre la mise en place d'intrants de qualité, les efforts d'aménagement de nouvelles terres agricoles et d'équipements agricoles modernes et accessibles aux producteurs. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique, le suivi de la coopération et des partenariats, en se réjouissant de la décision prise par la FAO d'ouvrir un bureau sous-régional à Dakar. Ainsi, après avoir remercié la FAO et félicité le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le président de la République demande au gouvernement de prendre toutes les mesures requises à cet effet. Le Premier ministre a axé sa communication sur les mesures prises par le gouvernement en matière de protection civile avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte du déroulement de la campagne de commercialisation arachidière. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a fait le point des préparatifs de la prochaine quinzaine de la femme. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a rendu compte de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi abrogeant la loi 66-62 du 30 juin 1996 portant création de la Compagnie nationale du Théâtre national Daniel Sorano, CNDTS, le projet de décret portant organisation du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. Mabousso Thiam, diplômé en banque et en économie islamique, est nommé président de la commission de supervision de la haute autorité du WACF. Madame Oulimata Diop, administrateur civil principal, précédemment directeur de la monnaie et du crédit, est nommé directeur général de la haute autorité du WACF. Monsieur Papa Amadou Sarr, titulaire d'un master en économie du développement, est nommé directeur général du secteur financier et de la compétitivité au ministère de l'économie, des finances et du plan.
Monsieur Ismaël Gueye, inspecteur principal des impôts et des domaines, est nommé coordonnateur de la Direction générale du secteur financier et de la compétitivité au ministère de l'économie, des finances et du plan. Madame Fatou Diané, docteur en économie, est nommée directeur de la réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés, DRS-SFD, à la Direction générale du secteur financier et de la compétitivité en remplacement de Madame Mambouringom, appelée à d'autres fonctions. Monsieur Lat Diop, administrateur civil principal, précédemment directeur de l'investissement, est nommé directeur de la coopération et des financements extérieurs à la Direction générale du budget. Monsieur Mohamedou Moustapha Fall, inspecteur principal du Trésor, est nommé directeur de l'administration et du personnel de la Direction générale du budget. Monsieur Maguette Sen, administrateur civil, est nommé directeur du matériel et du transit administratif à la Direction générale du budget. Monsieur Abdoulaye Diang, inspecteur principal de la coopération, précédemment directeur de la coopération économique et financière, est nommé directeur du contrôle interne DCI de la Direction générale du budget. Monsieur François Ndong, informaticien, est nommé directeur des systèmes d'information à la Direction générale du budget. Madame Seynabou Ben Messaoud, conseillère en planification, est nommée directrice de la programmation budgétaire à la Direction générale du budget. Monsieur Charles-Émile Sis, administrateur civil principal, précédemment directeur de l'informatique à la Direction générale des finances, est nommé directeur de la solde à la Direction générale du budget. Monsieur Bakar Faye, administrateur civil principal, est nommé directeur du contrôle budgétaire à la Direction générale du budget. Monsieur Mohamedou Diallo, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, est nommé directeur des pensions à la Direction générale du budget. Monsieur Papa Tchalaoufal, inspecteur principal des douanes, précédemment conseiller technique au ministère de l'économie, des finances et du plan, est nommé directeur de la facilitation et du partenariat avec l'entreprise à la Direction générale des douanes en remplacement de Monsieur Lafimane, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Ibrahima Faye, inspecteur principal des douanes, précédemment assistant du directeur de la facilitation et du partenariat avec l'entreprise, est nommé directeur régional du Sud-Est à la Direction générale des douanes en remplacement de Monsieur Ibrahima Thiam, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Papa Ndiaye, inspecteur principal des douanes, précédemment directeur régional du Sud, est nommé directeur régional des produits pétroliers et des unités spécialisées à la Direction générale des douanes en remplacement de Monsieur Papa Mamadou Lamine Diaïté, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Alassane Ba, inspecteur principal des douanes, précédemment contrôleur interne à la Direction générale des douanes, est nommé directeur régional du Sud à la Direction générale des douanes en remplacement de Monsieur Papa Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Madame Ramatoulaye Gadio Agne, inspecteur principal du Trésor, précédemment receveur général du Trésor, est nommée présidente de la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, en remplacement de Monsieur Walid Nour, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Mamadou Thiandoum, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, est nommé membre de la cellule nationale de traitement des informations financières, en remplacement de Madame Abi Diallo, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Mamadou Lamignan, commissaire de police principal, est nommé membre de la cellule nationale de traitement des informations financières en remplacement de Monsieur Modou Diagne, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Keba Diallo, inspecteur des douanes de classe exceptionnelle, est nommé membre de la Commission nationale de traitement des informations financières en remplacement de Monsieur Samba Dia, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Saliou Fall, inspecteur de l'administration pénitentiaire, précédemment chef de la division des finances et du matériel, est nommé directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire en remplacement de l'inspecteur Abdourahmane Khan, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Souleymane Antandiaï, précédemment premier conseiller à l'ambassade du Sénégal à Moscou, est nommé chef du bureau économique près la dite ambassade. Monsieur Mamadou Seydi, environnementaliste, est nommé secrétaire général de l'agence de la Grande Muraille Verte au ministère de l'Environnement et du Développement Durable, poste vacant. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Merci Omar Diaw. C'était donc là la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. Le ministre de la Culture et de la Communication, Mani Ndiaye, était hier l'invité du Conseil économique, social et environnemental
sur le projet d'avis présenté par la Commission de l'artisanat, de la culture et du tourisme et des sports. La plénière qui a porté sur le thème mesures et orientations innovantes pour la gestion et la valorisation des infrastructures et industries culturelles a permis à monsieur le ministre Mbagnick Ndiaye d'apporter des éclairages sur la politique culturelle du gouvernement. Voici le reportage d'Amadou Amcham. 2017, année de la culture au Sénégal, consacrée par le président de la République. Un bon prétexte pour sentir le bouillonnement dans ce secteur. Le premier protecteur des arts et des lettres veut donner le ton avec les acteurs. Dans les jours à venir, le chef de l'État va recevoir l'ensemble des acteurs culturels. Les acteurs culturels sont en train, dans une effervescence générale, de se préparer pour cette grande audience. Je crois que ce sera un moment fort de rencontre entre le premier protecteur des arts et des lettres et ceux-là même qui sont chargés de véhiculer cette culture. Étant au début et à la fin de tout processus de développement, les conseillers ont fait un diagnostic sans complaisance de tous les segments de la culture. Pour la gestion et l'exploitation optimale des infrastructures dédiées à ce secteur, le ministre est interpellé sur un certain nombre de points. Absence de salles de cinéma, absence de structures de formation adéquates. Mais autour de la formation au niveau supérieur, autour de la réalisation, de la production, mais autour aussi de la préservation et de la rénovation du patrimoine culturel, matériel et immatériel. Pour les importantes mesures prises par le président de la République, parmi lesquelles la mise en place du Centre national de cinématographie à Diamniadio et l'affectation de la biennale aux artistes pour en faire un palais des arts, les honorables conseillers ont lu une motion pour le soutenir avant de voter à l'unanimité le projet d'avis qui devient de facto un avis. À un peu plus d'une semaine de la 137e édition de la commémoration de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi, une réunion nationale s'est tenue au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Toutes les dispositions seront prises pour un bon déroulement de l'appel, assure le ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Du côté du comité d'organisation, on insiste sur le renforcement de la sécurité. Aminata Mbengfal. Cette réunion nationale s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la célébration de la 137e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. En termes d'engagement par rapport aux besoins exprimés, les différents chefs de service rassurent. Toutes les dispositions seront prises pour un bon déroulement de l'événement. On a travaillé principalement sur des points qui pourraient présenter encore des difficultés dans le cadre de l'organisation. Mais nous avons constaté avec beaucoup de bonheur en fait qu'il ne subsiste pas de points difficiles. Bien évidemment, nous ne sommes pas encore dans la période de l'appel, mais il reste constant que nous devons travailler quand même à ce que tout cela soit consolidé et que nous ne puissions pas avoir quand même des ratés le jour de l'événement. Du côté du comité d'organisation, on insiste sur deux points qui posent souvent problème, l'Internet et la sécurité. C'est un secteur qui nous préoccupe encore. Et je pense que peut-être la Sonatel prendra les dispositions nécessaires avant l'appel pour pouvoir les régler à côté des autres services de télécommunication qui sont des services privés également. La question de la sécurité a été largement évoquée. Ça, c'est le lieu pour moi, bien évidemment, encore de rappeler à tous les citoyens que dans ce genre de manifestation, la sécurité quand même demeure un élément de préoccupation majeur. Pour cela, avant l'appel déjà, nous mettrons davantage des efforts sur la sécurisation du lieu en général et des environnements. Durant l'événement, on le fera aussi, mais aussi nous ne pouvons pas le faire sans l'assentiment des populations. Bonne gouvernance, garant de stabilité sociale, c'est le thème retenu pour cette 137e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, prévu les 27 et 28 avril prochains. Inscription sur les listes électorales à moins de 5 jours de la clôture, c'est l'affluence dans les centres d'inscription
À ce jour, plus de 6 millions de personnes ont été enrôlées. Annonce de la Direction générale des élections. Plus 4 millions d'électeurs sont déjà enregistrés dans le fichier qui comporte justement tous ces inscrits. C'est une assurance de la Direction de l'autonomisation des fichiers. À quelques jours de la fin, c'est la bousculade dans les lieux d'inscription. Le constat d'Anne-Marie Gomis. Se bousculer à la porte à la dernière minute. Une habitude en passe de devenir un sport national. Alors qu'on est à moins de 5 jours de la clôture des inscriptions sur les listes électorales, ils sont nombreux à jouer des coudes devant les portails des différents centres d'inscription. Moi, journée, je suis chargé. Bon, c'est pour cela, quoi. Aujourd'hui, je me suis même sacrifié pour venir déposer. Je suis de Colobane. J'ai trouvé qu'il fallait que la commission arrive chez moi pour que j'y aille. Elle est arrivée ici il y a quelques jours, je pense. C'était pour moi beaucoup plus symbolique. C'est à croire que la course contre la montre est engagée. Une influence qui s'explique. C'est pas que c'est proche que les gens viennent maintenant au dernier moment. Voilà. Ils viennent, mais tant qu'ils ne sont pas terminés, nous ne partons pas. Nous recevons au moins 200 à 300 dépôts par jour. Ça varie. Même constat au centre socio-culturel de Grand Dakar. Seulement ici, 2 opérations se déroulent en même temps. Les inscriptions. Je suis venu pour déposer une carte d'identité. Je suis arrivé à 8h30, mais vraiment ça se déroule normal. Depuis hier, il y a du monde quoi. Aujourd'hui, hier on a eu à faire 225 inscrits pour la journée d'hier. Mais aussi le retrait. C'est bon de renouveler après 10 ans qu'on renouvelle et ensuite qu'on en fasse carte électeur et carte nationale d'identité. Ça aide beaucoup. Depuis hier, il commence à venir en mars. Entre 100 et 100 et quelques cartes par jour. À la Direction générale des élections, les objectifs fixés ont été largement dépassés. À la date d'aujourd'hui, à l'intérieur du pays, nous avons enregistré 5 998 794 citoyens enrôlés, inscrits. Et à l'étranger, nous sommes à 261 268, ce qui nous fait un total général de 6 260 062 inscrits. Ce chiffre est très, n'est-ce pas, au-delà de l'objectif qui a été fixé, qui était de 4 millions dans la loi sur la refonte du fichier électoral. Au niveau de la production, la direction annonce un chiffre de plus de 4 millions d'électeurs déjà saisis dans le fichier. On peut dire à ce jour, nous avons déjà entré 4 554 803 personnes. Et nous continuerons donc à le faire jusqu'à la fin des opérations. Dans 5 jours, on aura fini l'enrôlement sur le terrain. Mais nous avons encore, 2 semaines au-delà de ce taré-là pour prendre en compte tous les gens qui sont enrôlés, pour arriver à sortir dans un premier temps les listes provisoires des électeurs. Laquelle liste fera l'objet de publication par l'intermédiaire de la DGE, suivie d'une période de contentieux pour corriger les manquements avant la publication de la liste définitive. Pour enrôler le maximum de population, une opération coup de poing est annoncée. Toutes les dispositions sont prises avec les autorités administratives, que ce soit un appui en groupe électrogène, ce que nous avons toujours fait. Mais pour les derniers jours, nous faisons une opération coup de poing pour que personne ne soit laissé en rade. Vous avez 18 ans et plus, ce message vous est destiné. Plus que quelques heures pour espérer figurer sur les listes et participer aux législatives du 30 juillet 2017. À Kaolack, c'est le grand rush également. Les populations viennent des localités environnantes pour s'inscrire. La commune est l'une des plus grandes du Sénégal et à ce jour a enregistré un fort taux d'enrôlement. Claire Diop. Plus que 4 jours avant la fin des inscriptions sur les listes électorales, à la préfecture de Kaolack, c'est le grand rush. Nombreuses sont les personnes qui ont fait le déplacement. Si certaines viennent pour récupérer leur carte d'identité, d'autres sont là pour s'inscrire. Depuis ce matin, nous avons constaté un grand rush. D'ailleurs, ces jours-là, comme les Sénégalais sont habitués à la dernière minute, chaque jour maintenant, on inscrit plus de 300 personnes par jour. Et on est là souvent très tardivement. On reste vers les coups de 0 heure pour continuer à inscrire parce que nous voulons enrôler le maximum, sinon tout le monde.
Dans les bureaux ouverts à cet effet, on n'a pas une minute pour soi. Les appareils tournent sans arrêt. Pape Diawara, venu récupérer sa carte, n'a pas pu le faire, mais le jeune homme compte bien s'armer de patience. Depuis midi, pour récupérer notre carte d'identité, on nous avait donné une délai de 3 mois. Mais depuis ce matin, on nous a dit que les dates ne sont pas encore sorties. Nous voulons que les autorités nous aident à récupérer notre identité. Nous allons voter. Nous sommes des citoyens aussi. Kaolack, une commune avec un grand potentiel électoral. À ce jour, la situation des inscriptions est satisfaisante. Dans le département de Kaolack, sur une population électorale de 204 556 électeurs, nous avons pu inscrire 205 710, ce qui fait un pourcentage de 100,35%. Et c'est la même situation qu'on voit aussi dans la plupart des communes du département. Les résultats aujourd'hui dans la commune de Kaolack, c'est plus de 100%. Nous avons sur un potentiel électoral de 118 677 électeurs, nous avons atteint aujourd'hui 100,34%. Donc, c'est ce qui donne un nombre d'inscrits de 119 081 électeurs. Tout un dispositif organisationnel a été mis en place par le ministère de l'Intérieur pour la réussite des opérations. Le préfet du département de Kaolack de souligner que dans les communes de Latmingué, arrondissement de Koumbal, et communes de Keur-Socé, arrondissement de Ndiédiène, un gap a été constaté, mais tout est mis en œuvre pour le résorber dans les plus brefs délais. Les élections de représentativité syndicale au Sénégal permettront à l'État de voir clair dans un secteur où une multitude de partenaires reste un frein au processus de négociation. Propos du ministre du Travail, Mansour Sy, est l'invité de l'émission Le Point. Il revient ici sur les enjeux de ces élections qui démarrent par le secteur éducatif. C'est déjà depuis 2012 que les syndicats d'enseignants avaient demandé à ce qu'on organise des élections de représentativité. Vous savez que ce n'est pas facile de travailler avec près de 50 syndicats d'enseignants. Pour organiser ces élections, il a fallu modifier le code du travail. Parce que le code du travail, la fonction publique quand même qui est employeur. Qui est le ministre employeur, mais c'est le code du travail qui a déjà dit que pour l'organisation des élections, pour les centrales syndicales, il faut maintenant prévoir des élections pour les syndicats sectoriels. Et c'est la raison pour laquelle on a organisé ces concertations. Et je voulais dire que sur toutes les concertations, avec les enseignants, on est parti en concertation pour nous mettre d'accord sur l'arrêté qui organise les élections. On a discuté avec près de 40 syndicats d'enseignants et qui ont amendé cet avant-projet d'arrêté. Et c'est cet avant-projet d'arrêté amendé qui a été soumis au Conseil consultatif du travail et de la sécurité sociale, où il y a eu les centrales syndicales, l'Assemblée nationale par le biais de la commission des lois, la Cour suprême, et on a procédé à un deuxième amendement. Et c'est ce deuxième amendement qui a adopté le projet de décret qui organise les élections, qui peut être candidat au niveau des élections. Quand on va finir les élections, comment on va procéder à la détermination de la représentativité dans le secteur. Avec les centrales syndicales aussi, c'est 10% des suffrages valablement exprimés. Là aussi, toutes les centrales syndicales ont pris cette mesure comme une mesure consensuelle. Je pense que c'est quelque chose qui va nous permettre au niveau du Sénégal de régler ces questions et de pouvoir arriver à ce que, en face de l'État, on ait des syndicats forts. C'est ça qui est l'intérêt des travailleurs. Et c'est ça qui est l'intérêt de l'État. Parce que l'État a besoin, dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, à toutes les étapes du processus, d'avoir le point de vue des travailleurs, d'avoir la contribution des travailleurs, de bénéficier de l'apport des travailleurs dans l'élaboration des solutions, parce qu'il y aura toujours des difficultés qui vont se passer dans ce processus. Si pour cette concertation, on est en face d'une multitude de partenaires sociaux, il est difficile d'organiser la réflexion. Le point avec le ministre du Travail à suivre après ce journal. Vigilance, courage, responsabilité, 3 mots.
Un triptyque au cœur du discours du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées. Chergué a entamé ses visites de prise de contact dans les différentes zones militaires du Sénégal. L'étape de la zone 4 avec Ibrahim Ndong. Au pied de l'aéronef, le chef d'état-major général des armées est accueilli avec tous les honneurs. S'ensuit une revue des troupes, puis le cortège prend la direction du camp Sada Sireti Mera de Bakel sous un soleil de plomb. Sur place, le SEMGA a droit à un exposé. La vigilance, c'est de savoir les indicateurs nouveaux, ce que vous n'avez pas l'habitude de voir et qui peut arriver. Et se dire que ça n'arrive pas seulement chez les autres, ça peut être chez nous. Et si ça arrive chez nous, nous sommes les premiers à recevoir le coup. Et pour éviter que ce coup soit un chaos, le général prône pour plus de cohésion. Vous devez être ensemble pour être fort, mais se préparer également pour dire que l'organisation du terrain nous permet de survivre. Deuxième étape, le centre tactique d'entraînement numéro 4 de Patassi. Dans cet environnement austère, s'entraînent des commandos. Ici, les militaires ont saisi l'occasion pour soulever quelques manquements. Il faut avoir le gaz et être confortable. S'il y a des stages, vous voyez comment observer ça. Les techniques, vous le savez maintenant, c'est à vous de régler ça, sinon c'est mal de faire. Kédougou ou la terre des hommes. Devant ces troupes, le SEMGA est revenu sur le sens de la responsabilité devant guider leurs différentes missions. Vous félicitez, je vous encourage. Vous rappelez que c'est une zone qui est très importante du point de vue des ressources minières, que vous avez vu au niveau de la zone aurifère. Vous avez vu ça également, que ce soit Yémédi ou au niveau même de Sabadola. Dans la foulée, le chef d'état-major général des armées a visité les nouveaux bâtiments en construction, comme pour dire que l'équipement des forces de défense et de sécurité est une question de priorité. Dans le même temps, le haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire se rendait à Ziguinchor. Le général Meissagnan a rencontré les unités territoriales et a pu s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes en bleu dans cette partie sud du pays. Anaïs Nyanyamane. Descendu de l'aéronef, le haut commandant de la gendarmerie reçoit les honneurs militaires de l'escadron mobile de Ziguinchor. L'objectif de sa visite est de rencontrer les unités territoriales. Prise de contact pour faire l'état des lieux au niveau des différentes unités de la Légion de gendarmerie sud, voir le niveau de préparation de nos hommes, les points forts, les points faibles, et y apporter des solutions avec l'appui des plus hautes autorités de l'État. Durant sa visite, le général Meissagnan a échangé d'abord avec les supérieurs de la gendarmerie à Ziguinchor avant d'aller sur le terrain s'enquérir du travail des 424 hommes placés sous son commandement. Notre mission quotidienne est d'appuyer nos hommes, de venir les voir sur le terrain, nous enquérir de leurs conditions de travail, des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et nous avons reçu une mission de plus haute autorité de l'État, Monsieur le Président de la République, le ministre des Forces armées, pour appuyer nos personnels en termes d'effectifs, en termes d'équipement, pour faire face à la demande de sécurité des citoyens sénégalais. Autre étape, la gouvernance de Ziguinchor. Le responsable administratif de la région salue l'engagement des hommes en bleu dans la zone sud. Très sincèrement, je loue la qualité de la collaboration, l'engagement, la détermination, l'abnégation, la loyauté. Et sans oublier également les idées, le partage d'informations, les propositions, les contributions dans un esprit constructif. Le général Niang a également profité de son déplacement pour rappeler l'importance du maillage du territoire national par la gendarmerie. Il est ensuite revenu sur la mission de service public exercée par la gendarmerie pour la sécurité des populations.
À présent, notre enjeu, l'hygiène, une priorité. Dans les hôpitaux, cela va sans le dire, mais parfois, par négligence ou manque de sensibilisation, la gestion des toilettes, par exemple, pose problème. La vétusté des infrastructures ou l'incinération des déchets biomédicaux, autant d'aspects qui favorisent certains manquements, et ce, malgré l'existence de comités d'hygiène, établissements de santé. Entre soins et hygiène, c'est un dossier signé à Bassao. Parler des aspects liés à l'hygiène dans les structures de santé relève d'un parcours de combattants. Peu d'entre elles ont accepté de nous ouvrir les portes de leurs toilettes. Nous sommes à l'hôpital Aristide Le Dantec. Un peu partout, des bacs à ordures et un personnel visible pour offrir aux visiteurs un cadre agréable.